Bonjour. Alors, j'étais en train de lire Dune, mais c'est hyper long, hein. C'est interminable et tout là. Je suis avec ma liseuse et j'étais en train de me dire, c'est incroyable parce qu'on a tous des liseuses quasiment aujourd'hui dans les familles, mais on peut que lire quoi. Donc là, j'ai pas de jeu, j'ai rien. Ah, Mustapha. Ah, Mustapha, super dev, bricoleur. Dis-moi, Alors, la liseuse, là, on peut ouais, pas faire quelque chose avec? je suis très gros lecteur aussi, donc j'adore Ouais. lire, mais au bout de 2 heures, au bout de 3 heures de lecture, parfois on a envie de faire un peu plus de trucs. Donc je vous propose, on va essayer de jouer sur Kindle, jouer sur liseuse électronique. Et on va Est-ce que voir vous si on pensez réussit. qu'il est capable de faire ça? Oui, oh, vous êtes confiant, c'est super. Mais écoute, hein, je te laisse hacker ma Merci, liseuse pour voir let's ça. go. Merci. Ah, Merci je suis d'applaudir pas. Mustapha. Je suis pas sur le bon DisplayPort, mais tout va bien. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Screen mirroring, hop là. Hop. Parfait. Parfait, ça marche déjà mieux. Alors, bonjour à tous. Un pixel et puis un autre. Comment est-ce qu'on porte Doom sur Kindle? Alors, dans mon texte, moi, il y a portée, il y a Doom et il y a Kindle. Donc, on va commencer par Doom. Doom, qu'est-ce que c'est? Doom, c'est un jeu vidéo assez culte, assez connu. C'est un jeu qui est sorti sur System DOS, donc l'ancêtre un peu de Windows. Et ça, c'est un jeu FPS créé par ID Software, qui est sorti en 1993. Mais ça va être plus simple si je vous montre en fait. Ça ressemble à ça. Donc déjà, il y a une super OST qui est vraiment bien. Et Doom, c'est ça. Donc c'est un jeu FPS. Et ça, quand ça sort en 1993, c'est banger. C'est une révolution. Le système de rendering 3D, il est révolutionnaire. Il met une vitesse à Wolfenstein. Et en fait, voilà, c'est beaucoup plus fluide. L'histoire est super bien en plus. Les assets, donc voilà, vraiment trop trop bien. Euh, et pourquoi je vous parle de Doom? J'aurais pu mentir, j'aurais pu vous faire du storytelling, vous dire que j'ai grandi avec Doom et que Doom a bercé mon enfance et que je fais ça parce que c'est un truc que j'ai adoré. Sauf que Doom c'est sorti en 93, moi je suis sorti en 1994. C'est pas exactement ma Madeleine de Proust, mais j'ai choisi Doom pour une raison particulière, c'est que Doom, il y a une part particulière dans la culture Internet. Si on parle de Doom sur Internet, c'est très souvent pour une chose, enfin pour deux choses. Soit c'est pour dire que c'est très bien codé, mais c'est souvent des devs qui parlent de ça. Soit c'est pour parler d'un port de Doom. Donc quand on parle de porter Doom, c'est faire tourner Doom sur autre chose que System DOS. Le faire tourner sur, je sais pas, Windows. Techniquement, c'est un port. Le faire tourner sur une Nintendo DS. Voilà, c'est une autre console. On le porte dessus. Et en fait, Internet, depuis 20 ans, s'est amusé à porter Doom sur tout et n'importe quoi. Il a pété un petit peu leur câble. Donc Internet Magic happened, et typiquement, on a des exemples comme une calculatrice. Donc ça, franchement, ça va. On a tous connu quelqu'un au lycée qui s'amusait à coder des jeux sur une calculatrice. Pas super impressionnant, mais voilà, GG quand même pas mal. Sur un oscilloscope. Déjà là, c'est quand même un peu plus, un peu plus la classe. Donc déjà, faut avoir fait SP physique déjà, savoir utiliser un oscilloscope. Et donc là, déjà, on se dit, bon, comment ils ont fait? Bon, très impressionnant. Un thermomix. C'est bien, c'est bien aussi. Et en plus, c'est même pas un vrai thermomix, c'est un monsieur cuisine, donc on est encore dans du bas de gamme en plus. Enfin, c'est du vraiment très très fort. Et en plus, c'est des Français, donc cocorico. Et un de mes préférés sur un test de grossesse électronique. Donc voilà, Internet a pété un câble. Ils se sont dit, on va faire tout et n'importe quoi sur tout et n'importe quoi. C'est devenu une référence culturelle tellement qu'il y a des subreddits qui s'appellent Can It Run Doom, où toutes les 3 semaines, il y a un nouveau mec qui vient et qui dit hey, j'ai une vapoteuse, elle a un écran, j'ai porté Doom dessus. Et le dernier que j'ai vu, c'était sur des analytics, enfin sur l'écran d'analytics de Grafana. Donc ils ont utilisé ça pour rendre Doom. Donc voilà, des tarés. Et c'est devenu tellement une référence qu'il y a plein de comiques qui disent oui, si jamais on découvre un ordinateur alien, tous les thésards enfin, tous les thésards du monde vont se poser des questions sur ce que ça implique pour la philosophie humaine, de comment voir. Et boum, en fait, il y a un ingénieur qui a déjà fait tourner Doom dessus. Voilà. On s'amuse à porter Doom sur tout et n'importe quoi. Et pourquoi Doom, juste cela? Parce que, un, c'est open source.
Donc là, si vous allez sur GitHub, vous pouvez trouver le code source original de Doom donc sur le GitHub de ID Software. Donc il est sous licence GPL, et on va en parler un peu plus tard, c'est codé, c'est très très bien codé. Donc ça vient de quelqu'un qui ne fait pas du tout de C dans la vie, mais même moi, avec peu d'expérience, en analysant très vite le code, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui font que c'est plutôt bien codé. Mais on va en reparler juste après. Ok, de l'autre côté, il y a Kindle dans le titre aussi. Donc une Kindle, qu'est-ce que c'est? Une Kindle, c'est une liseuse. C'est une liseuse électronique. Si vous ne savez pas ce que c'est en fait, c'est pour remplacer les livres. Moi, je lis pas mal de fantasy, et j'en avais marre de porter des bouquins de 1200 pages dans le métro. En plus, c'est pas pratique pour lire. Là-dedans, j'ai toute ma bibliothèque, c'est super pratique. Et surtout, il y a un écran qui n'est pas un écran LCD, qui n'est pas un écran avec des pixels. Enfin, il y a des pixels, mais c'est pas rétro-éclairé comme sur les téléphones. C'est de l'encre électronique, en fait, c'est beaucoup plus à l'aise pour lire. Donc ça, c'est mon Kindle à moi. Moi, je suis un peu un pigeon. Au cours des années, j'ai acheté plein de liseuses. Donc ça, c'est ma liseuse personnelle. C'est un modèle un peu haut de gamme. Il coûte 250 €. C'est pas celui que je vais utiliser pour la presse. Je suis allé sur le Bon Coin. J'ai acheté un modèle de 4e génération à 20 €. C'est un peu plus pratique. Et j'ai pas peur de briquer mon Kindle à 250 €. Donc rapidement, ça, c'est un Kindle de 4e génération. Et donc ça date un petit peu, hein. Mais fondamentalement, toutes les liseuses du monde, donc moi j'utilise Kindle d'Amazon, hein, mais toutes les liseuses du monde fonctionnent de la même logique. Donc c'est pas des écrans, là ce que vous voyez en fait c'est un pixel. Ça c'est un pixel de mon Kindle, et à l'intérieur du pixel il y a des billes magnétisées. Donc il y a des billes qui sont blanches, il y a des billes qui sont noires, et en fonction du courant qu'on fait passer, on fait monter un certain nombre de billes vers le haut, un certain nombre de billes blanches vers le bas, et en fait on peut faire des nuances de gris sur l'écran. Donc une liseuse, elle n'est pas en couleur, bon, il y en a qui viennent de sortir en couleur, mais c'est assez récent, et donc toutes les liseuses du monde font du gris, c'est pas du noir et blanc, c'est des nuances de gris, c'est assez important. Ok, donc une liseuse c'est ça, et donc bon, c'est quoi les caractéristiques de ma liseuse? Parce que rappelez-vous, hein, le but c'est d'essayer de jouer dessus. C'est une idée débile, mais on va essayer quand même, voilà, juste pour le jeu. Donc ma liseuse, qu'est-ce que c'est? C'est une Kindle de 4e génération, released en septembre 2011. Elle a un display de 600 par 800, ok, 8 bits grayscale, donc c'est ce que je vous disais, l'écran est encodé sur 8 bits. L'OS a un Linux à la sauce Amazon, parce que moi j'achète des Kindle, les Kindle ça appartient à Amazon, hein, il y en a d'autres. 256 MB de RAM, des CPU, voilà, bon, c'est un ordinateur. Donc déjà, on va dans le bon sens parce que si c'est un ordinateur, je peux runner des trucs dessus, je peux faire tourner Doom dessus. Mais bon, ok. Premier truc que j'ai envie de faire, faut jailbreak mon Kindle. Jailbreak, ce que c'est les mots qui sont utilisés souvent quand on parle de homebrew, de craquer, des consoles, craquer, des outils, jailbreaker. Tout ça, c'est synonyme de la même chose. Ça venait souvent du monde iPhone à l'époque, où à l'époque on ne pouvait rien installer sur des iPhones. Il y a des mecs très rapidement qui ont jailbreaké leurs iPhones pour installer des applis piratées, ou des applis où on pouvait juste customiser son fond d'écran, parce qu'à l'époque c'était pas possible sur iPhone. Et du coup, tout ça, on appelle ça des jailbreaks. Moi j'ai eu la chance de pouvoir craquer plein de trucs dans ma vie. Donc j'ai commencé par ma Wii, je l'ai cassé plusieurs fois, mais j'ai réussi. Donc voilà, j'ai découvert un petit peu ce monde-là. Mais le premier truc qu'on fait lorsqu'on veut jailbreaker des devices, généralement, c'est de suivre des tutos, parce qu'on n'est pas expert du device en question. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire confiance à mobilereads.com. Mobilereads.com, c'est un forum de gros nerds comme moi qui adorent les liseuses, et ça parle de liseuses toute la journée. Ça parle de la dernière liseuse qui est sortie, ça parle de format de fichiers de bouquins, ça parle d'optimisation, ça parle d'OS, voilà. C'est dédié aux liseuses électroniques. Et du coup, il y a clairement un côté hacks for Kindle ou hacks for machin pour s'approprier le device. Parce qu'Amazon ne va pas s'amuser à laisser les gens venir coder sur leur liseuse. Donc, je vais juste suivre un tuto. Premier truc qu'on va faire, c'est se faire passer pour un développeur Amazon. Parce que les développeurs Amazon, ils développent pour Kindle. Si je veux pouvoir runner des trucs, il faut que je fasse la même chose. Je ne vais pas faire très compliqué. Je télécharge le gros fichier TargDZ qu'on me donne sur mobilereads.com, hein, je leur fais confiance. Ce que ça fait derrière dans la backend, je ne vais pas aller dans les détails, on va récupérer une fausse clé de dev, je ne sais pas comment ils ont fait pour la récupérer, lancer le Kindle en mode diagnostic, runner un script, et ça va faire de la magie. Donc ce que je fais déjà, c'est que je le copie-colle. Si vous voyez ici, tout est branché par USB, parce qu'à la base, Kindle, je peux quand même copier des fichiers dessus, je copie des livres dessus. Là, pour le coup, c'est l'usage normal. Mais si je ne copie pas un fichier, je peux copier un TargDZ. Je fais ce que je veux. Je copie, tout est là. OK.
On va dans le menu, on restart la Kindle, bim bam boum, c'est magique. En fait, tout seul, le script a fait ce qu'il a à faire. Mon Kindle est jailbreaké. Donc ça, c'est déjà Mobile Reads. Merci à eux. Par contre, il est jailbreaké, mais je veux pouvoir aller dessus, faire des choses dessus. Et donc, maintenant que je suis jailbreaké, je peux installer des packages, je peux installer des choses en plus. Et le premier package que je vais installer, c'est un package de connexion SSH. Je vais pouvoir me connecter à distance ou pas sur mon Kindle pour pouvoir exécuter des choses. Donc parfait, je regarde un petit peu, il y a un package qui s'appelle USB Network, c'est exactement pareil, il y a un fichier .zip spécifique pour le Kindle de génération 4. On le télécharge, on crée une petite config SSH pour avoir une adresse IP et sur laquelle on va se connecter et pouvoir essayer d'accéder à notre Kindle et on redémarre. Parfait. Dernier truc qu'on va faire avant de vraiment se connecter dessus, c'est qu'on va virer Amazon du Kindle. Parce que c'est un truc qui revient très souvent lorsqu'on parle de crack, je ne vais peut-être pas dire craquer des consoles lorsque c'est filmé, de s'approprier des devices, c'est de virer l'owner du device. Qu'est-ce qui se passe si Amazon passe par là et met à jour mon Kindle? Dans le meilleur des cas, ça vire mon jailbreak, et j'ai juste perdu du temps, tout va bien. Dans le pire des cas, il détecte ce truc-là. Donc à l'époque, craquer sa Wii, craquer un iPhone, il n'y a pas trop de débat et ça effaçait juste. Aujourd'hui, c'est un peu plus grave. Et en vrai, il y a un vrai débat sur l'ownership des devices. Typiquement, Nintendo, lorsqu'il détecte une Switch craquée, il vous vire des services Nintendo. En soi, c'est le jeu en même temps. Lorsque vous craquez votre Switch, ils vous interdisent d'aller sur le shop, vous ne pouvez plus acheter les jeux officiels, vous ne pouvez plus jouer en ligne. À la limite, on comprend. Il y a un mois, ça tombe bien pour le talk en plus, il y a un mois, ils ont commencé à briquer eux-mêmes les Switch détectés qui étaient craqués avec des mods ou des choses comme ça. Et donc là, gros scandale dans la communauté des homebrewers, on va dire, parce que du coup, ça relance le débat sur l'ownership du device. J'achète mon Kindle, j'ai quand même le droit de faire ce que je veux dessus. À la limite, tu peux me bloquer de plein de services, mais m'interdire d'utiliser mon propre device que j'ai acheté, c'est peut-être un peu plus touchy comme Grayzone. Mais bon, c'est un autre débat. On va juste s'amuser avec Doom et Kindle. Donc ce que je fais, moi, déjà, c'est juste changer ce fichier-là pour dire, toutes les updates, tu t'arrêtes de te connecter, tu arrêtes de mettre à jour la liseuse. Donc c'est plus simple. OK. Donc déjà, merci à Mobile Reads parce que j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste suivi le tuto. Jusque-là, tout va bien. Mais on va tester. Donc là, il y a un terminal, tout va bien. Ici, si je fais juste ça, pour vous montrer ce que c'est, si vous n'arrivez pas à lire, là, c'est juste le device de ma machine. C'est le Mac sur lequel je fais la presse. Donc si je fais un ls, vous voyez bien, voilà, ça c'est ma présentation. Donc là, je suis sur mon ordinateur à moi. OK. Et donc, et bien sûr, je ne l'ai pas montré, mais si je fais un uname, ici on voit bien, c'est Mustapha, MacBook Pro, tout va bien, c'est cette machine-là. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye, le Kindle ça peut être pas mal, de mes SSH sur l'adresse qu'on a configurée? OK, je lance. Oh, welcome to Kindle. Donc déjà, ça sent pas mal, sauf qu'il y a un password. OK, je n'ai pas le password par défaut. Je regarde un petit peu sur Internet, il y a des mecs qui ont pris les numéros de série de tous les Kindle et ils ont réussi à reverse engineer les mots de passe. Donc on a trouvé le mot de passe par défaut qu'ils ont laissé sur les trucs plus récents et c'est bloqué. Mais sur les Kindle de cette génération-là, on a tous les mots de passe par défaut. Et je veux pas de problème avec Amazon, donc je ne vais pas le dire à voix haute, mais c'est un plombier italien très connu qui porte un chapeau rouge, et ça marche. Et c'est vraiment le mot de passe par défaut, c'est même pas moi qui l'ai mis. Et donc là, on est sur root at Kindle root. Et donc là, si typiquement je fais un uname comme tout à l'heure, là on voit Linux Kindle. Donc là, je me suis bien connecté en SSH sur ma machine. Et le premier truc que je vais faire, c'est aller dans cd/, faire un ls. Et là, les devs, on reconnaît quand même un environnement qu'on connaît. /usr, /var, /tmp, /etc. C'est un ordinateur. Si c'est un ordinateur, je peux faire des trucs dessus. Donc là, on est sur mon Kindle, j'en fais ce que je veux. On va essayer de faire des trucs dessus. Très bien. On va essayer de runner du code. On va essayer de faire un Hello World. Ça peut être pas mal comme première étape avant de passer à Doom. On va essayer de runner juste du code. Bon. Premier truc que je vais faire, c'est que je vais faire un Hello World à ma sauce. Donc, un fichier hello.c, can I kick it yes you can, donc un Hello World des plus classiques, gcc-o, hello.c. Moi, je suis développeur TypeScript, donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait du C déjà. Rappelez-vous, le C, c'est compilé, il faut un compilateur. Donc, gcc, c'est mon compilateur. Je lui ai dit, crée-moi un binaire avec hello.c. OK, bon, on va faire ça, on teste. On regarde, donc là, si je vais dans snippets, normalement, j'ai déjà mon fichier qui est créé ici. Si je fais un gcc-o de hello, je crée un binaire, OK. Et, hop là. Et si je run ce binaire, rappelez-vous, là, je suis encore sur ma machine. Hein.
Là, si je run ce binaire, can I kick it? Yes, you can, tout va bien, c'est normal, c'est un hello world, ça on sait faire. OK, bah, qu'est-ce qui se passe si je SCP ce binaire sur ma machine? Donc SCP, c'est juste une copie via SSH, hein. C'est rien de plus simple. Donc, copie le fichier hello que je viens de créer sur route 192 68 15 244, donc l'adresse du Kindle, dans /var/tmp/route/démo. Vas-y, on tente. On me redemande mon plombier italien, jusqu'à là, tout va bien. Hop là, OK, ça a l'air d'être copié. Bah, let's go. On va aller, on va exécuter notre hello world. Comme ça, au moins, on pourra passer directement à Doom après avoir fait un hello world. Donc démo, hop là, /hello, comme ça c'est fait. Et donc là, si tout va bien, ça va pas. Ça va pas du tout. Syntaxe, error, unexpected, OK. Moi, à ce moment-là, quand je fais ma presse, rappelez-vous, développeur TypeScript, backend dans du cloud, donc très très loin de ça. Je suis en mode, c'est quoi ce bordel? Je compile, c'est du binaire, le binaire je balance, ça marche n'importe où, ça marche n'importe comment, c'est censé runner quoi. Erreur grave. Parce que du coup, les plus perspicaces d'entre vous ont probablement vu que lorsque je parlais du Kindle, dans CPU ici, là, il y a écrit ARM Cortex A8. Et donc ça, c'est l'architecture de mon CPU. Et du coup, je me dis, ah oui, mais c'est vrai que je peux pas non plus, c'est pas non plus la fête, les langages compilés. Je peux pas juste compiler sur un Mac, balancer ça sur un device et expecter que ça run. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut savoir sur qui on compile et pour qui on compile. Et donc ce monde-là, ça a un nom, c'est le monde incroyable de la cross-compilation. Je déteste le monde de la cross-compilation. Donc là, je me mets le pied dans un truc où je suis en mode, c'est très compliqué en fait. Je peux pas juste décider de compiler sur une machine, m'en foutre de l'architecture qui est en face et balancer. C'est un peu plus compliqué que ça. Ce que moi j'ai fait, c'est prendre du coup, mon compilateur, créer un binaire sur mon ordinateur, le balancer sur le Kindle et ça n'a pas marché. Logique. Ce qu'il aurait dû que je fasse, c'est utiliser une toolchain spécifique. Une toolchain qui tourne sur un Mac, qui utilise tout plein de trucs alternatifs. Typiquement, c'est plus GCC qu'il faudrait utiliser, c'est ARM Cortex GCC. Donc, c'est-à-dire un compilateur qui cible ARM Cortex, donc l'architecture de mon Kindle. Et là, je parle que du compilateur, mais il y a tout plein de trucs qui vont avec, hein. Il y a des linkers, il y a des libs, il y a tout plein de choses. Là, je simplifie juste avec le compilateur. Donc, qui sait qui doit cibler ARM V7, enfin Cortex A8 ARM7, et du coup, ce truc-là devrait mieux runner sur la machine. OK, très bien. J'ai cherché sur Internet un peu partout. Il y a plein de toolchains déjà existantes. Il y en a aucune qui m'allait. Donc, soit parce que j'étais trop nul pour les faire fonctionner, soit parce que c'était trop compliqué de les faire fonctionner. Donc, dans tous les cas, skill issue. Et du coup, je suis passé à l'étape d'après. Beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils génèrent leur propre toolchain. Il y a des outils en fait pour générer des toolchains et dire ah bah moi ma toolchain elle est sur ça, je vise telle machine, et donc génère-moi la toolchain qui fait ça. Donc il y a un outil très bien qui s'appelle CrossToolNG qui fabrique des toolchains. C'est un générateur de toolchains. Donc ça, c'est la doc officielle. CrossToolNG can build all these kind of toolchains or is aiming at it anyway. Donc il essaye de les faire s'il peut. Donc si dans la doc officielle, il y a du doute dans la punchline, déjà, c'est pas très bon signe. Il y a beaucoup de « ouais, ça devrait marcher ». Sur la doc officielle, « ouais, ça marche pas, on sait pas trop pourquoi ». Donc j'étais pas parti avec énormément de confiance dès le début, mais voilà. Bon. Essayons de créer une toolchain pour que ça tourne sur mon ordinateur et pour viser ARM V7. Donc, essayons de créer une toolchain ARM Cortex A8, Linux, GNU, GCC, on va parler un petit peu de tout ça. Mais voilà, on va essayer de se créer ça. Donc, première étape, on va installer CrossToolNG sur le Mac. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, je installe beaucoup trop de packages. Ça prend beaucoup de temps. Ça m'a flingué tout mon espace. Et après, je vais voir la doc de CrossToolNG pour macOS. Je vois déjà qu'elle fait une page alors que sur les autres, elle fait genre 7-8 pages, donc déjà il y a un truc qui ne va pas. Et le premier truc, c'est un warning qui dit oui, attention, il faut monter un disque virtuel entier donc, pour que CrossToolNG marche sur macOS, qui est sensible à la casse, et en plus avec les droits route, et avec en rouge, attention à ne pas briquer votre Mac, attention à ne pas casser votre système. Donc déjà, moi j'arrête parce que déjà, c'est pas mon Mac, c'est le Mac du taf. Et donc j'ai clairement failli briquer mon Mac, donc je me suis dit, bon, on va s'arrêter là. Et comme tout dev sensible, je me suis dit, comme solution, on va juste compliquer les choses. J'ai rajouté du Docker par-dessus, parce que ça résout tous mes problèmes toujours. On va rajouter une couche de Docker. Donc, on refait la même chose dans un conteneur Ubuntu.
un peu mieux là, c'est un peu plus simple. Et j'arrive enfin donc j'arrive à lancer CrossToolNG et j'arrive sur la page de configuration de CrossToolNG. Il me dit qu'est-ce que tu veux faire comme toolchain. Donc typiquement je lui dis je veux que tu me targetes l'architecture ARM V7. C'est le premier truc, très bien. Je veux que ce soit un compilateur GCC, très bien. Je veux une interface EABI et pas, j'ai oublié l'autre. C'est des trucs que déjà j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait. C'est encore en dessous du code machine sur la façon dont ils accessent des trucs. Bon, c'est pas de mon niveau. Tout plein de choses, de l'Indianness, je sais pas si vous vous souvenez. Si vous avez fait des cours à la fac d'Indianness à l'époque, on se disait ouais ça sert à rien. Spoiler, ça sert à beaucoup de trucs. C'est le sens de lecture des bytes. Donc on passe par le byte de poids lourd ou de poids léger. Et donc en fonction de l'architecture sur laquelle vous tournez, c'est grave important. J'ai ressorti les vieux cours. et donc là, moi je vous ai fait un joli tableau avec six machins, mais en fait il y a des centaines de paramètres dans une interface qui ressemble à ça. Donc vous lancez CrossToolNG dans votre terminal, donc il vous hijack votre terminal, il vous met une truc sauce Windows, il vous dit non, c'est comme ça. Et donc il y a plein de paramètres. Donc là, c'est aller chercher un peu partout sur Internet, faire le tri de OK, si je veux target l'ARM V7, c'est ça. Donc il y a tout plein de paramètres à faire. Une fois que la config est faite, parce que c'est la config, on peut lancer la génération. Je lance la génération, il ne se passe pas grand-chose. Je me dis que ça ne marche pas, je vais me faire à manger. Et en fait, ça a pris 35 minutes. Je suis parti, je suis revenu, ça a pris 35 minutes. Mon image Docker, elle faisait 200 MB, je suis revenu, elle faisait 17 gigas. Je suis en mode, c'est lourd une toolchain. Et du coup, bon, ça a pris du temps, c'est super lourd, mais j'ai réussi à générer ma toolchain, donc je suis content. Donc là, j'ai un ARM Cortex A8, Linux, Xamabi, GCC, j'ai une toolchain qui normalement fonctionne donc, à l'intérieur de mon Docker Ubuntu pour target mon Kindle. Donc ça ressemble à ça au final. Hein. Donc mon ordi, mon container, mon ARM Cortex à l'intérieur du container, un binary qui est généré du coup qui devrait tourner sur le Kindle que je peux copier via SSH. Donc là si vous vous disiez c'est over-engineeré, oui exactement, c'est de l'over-engineering, mais je m'en fous un petit peu, je veux juste que ça marche, j'ai pas besoin que ça tourne en prod. Donc ok, on peut tester, voir si notre binaire fonctionne un peu mieux. Donc si je vais dans Snippet, je crois que je l'ai déjà copié sur le Kindle, mais je vais quand même vérifier. Donc là, il y a un Hello ARM. Si je mets SSH direct, parce que normalement j'ai préparé le truc et il est déjà déposé dessus. Rappelez-vous, plombier italien. Donc slash démo. Hop là. Et donc là, si je fais un hello-ARM, can I kick it? Yes you can. Incroyable, ça marche. Ok. On a réussi à faire un Hello World sur Kindle, ça a pris du temps. Sauf qu'à la base, on veut faire tourner Doom, c'est quand même un chouïa plus compliqué. Donc là, continuons. On peut revenir à Doom. Doom, qu'est-ce que c'est? Depuis tout à l'heure, je fais un amalgame, parce que quand on parle, on fait toujours un amalgame. Quand on parle de Doom et qu'on dit « Ah, c'est codé, c'est fou, comment c'est bien codé », on parle du moteur de jeu. Doom, en fait, c'est un moteur de jeu qui gère la 3D, qui gère le rendering, qui prend des données et crée ce qu'on connaît comme Doom. Et tout le reste, donc le .wad, c'est where's all the data, donc où est toute la donnée, mais en fait c'est le fichier .wad qui les a. C'est tout le reste, c'est la texture, c'est l'histoire, c'est la soundtrack, c'est le son, c'est le personnage, c'est les textes qui sont écrits, c'est tout le reste. Donc ça c'est vraiment le vrai jeu en fait. Et quand on parle de Doom, on parle du moteur de jeu qui gère l'input, qui gère la modélisation. Et en fait, les mecs ils ont passé 80% du temps sur le moteur de jeu. Et tellement il est bien fait, en fait, il y a plus d'un jeu qui tourne sur le moteur de jeu Doom. Il y a un Quake qui tourne sur le moteur de jeu, il y a Doom 2, Doom 3, Doom 4 de l'époque qui tournaient sur le même moteur de jeu. Il a été exploité pendant des dizaines d'années. Le moteur de jeu, c'est vraiment Doom. Le reste, c'est juste des mecs qui font une histoire autour, qui génèrent des assets et des textures et qui le donnent au moteur de jeu, qui l'interprète et qui crée le jeu. Et techniquement, le moteur de jeu, il est open source, le .wad, il est copyrighté. J'en ai un, j'ai dû acheter un Doom dans ma vie il y a très longtemps, donc je me réserve le droit d'avoir un .wad qui traîne sur mon ordinateur parce que c'est une copie personnelle. Donc on n'aurait pas trop à avoir de problème, mais on ne sait jamais. Mais voilà, le Game Engine, il est open source, le .wad, il est copyrighté. Et le .wad, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, le .wad c'est ça, c'est les textures du jeu, c'est les monstres, c'est le design graphique, c'est les maps, c'est tout le reste. Et le moteur de jeu, c'est ça. Donc le moteur de jeu, c'est du C. Le moteur du jeu, c'est tout ce qui est en blanc. Et en fait, ce que vous disiez tout à l'heure quand je vous disais c'est bien codé, les amateurs de DDD, ils vont adorer Doom parce qu'en fait, c'est une masterclass d'inversion de dépendance. Il y a zéro référence à la machine sur laquelle on est dans le code de Doom, dans toutes les cases blanches là. Et c'est du pur code C qui est censé tourner sur tout et n'importe quoi.
C'est du pur code C. Il n'y a pas de gestion de va gérer la RAM, de machin. Non, non, c'est du code C. Et les seuls endroits où on fait référence à la machine, c'est les quelques systèmes qui sont au-dessus. Donc vidéo système, audio système, RAM système. Et donc si quelqu'un veut porter Doom, tout ce qu'il a à faire techniquement, c'est changer le vidéo système, l'audio système, le network system, et que à ces endroits-là. Et tout le reste, c'est du code C, c'est censé tourner partout, et c'est tellement bien codé qu'il n'y a pas besoin de changer, sauf dans des cas particuliers. Ok, donc si on veut porter Doom, on devrait passer par ces trucs-là. On va faire un truc un peu différent, on va passer par Doom générique. Donc tous les ports que je vous ai montrés là, Thermomix, test de grossesse, tout ça, 80% passent par Doom générique. Doom générique, c'est juste un petit fork qui ne change pas grand-chose. En fait, on perd un peu le principe de DDD, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de créer un fichier pour la vidéo, un fichier pour l'audio, un fichier pour l'input, un fichier pour l'output, c'est qu'ils inversent un peu tout et ils font tout dans un seul fichier. Il y a 5 fonctions, et en fait, sur ces 5 fonctions-là, on va créer du coup l'adaptation sur la plateforme sur laquelle on est, et tout est au même endroit, c'est plus simple pour porter le truc. C'est moins clean, mais c'est plus facile. Donc Doom générique, c'est utilisé par tout le monde. Donc les 5 fonctions en question, c'est dans un fichier Doom générique underscore platform.c, donc moi c'est Kindle, il y a 5 fonctions. La première, c'est l'initialisation, prépare tout ce que tu as à préparer pour ta plateforme. Bon, pour le Kindle, pas grand-chose à préparer, je pense, ça va pas être super compliqué. Cette window title, c'est pour la gestion de fenêtrage, pardon. Moi, sur le Kindle, je m'en fous, hein, sur un OS, peut-être faire des fenêtrages, des choses bien, mais là, sur le Kindle, je m'en fous un petit peu, donc ça, on s'en fout. Get-key, c'est les keyboard events, parce que du coup, un jeu, c'est interactif, il faut quand même pouvoir donner les inputs au jeu. Et donc là, moi, j'ai des petits pads sur le Kindle, donc l'idée, c'est d'utiliser ces trucs-là. On va voir. Sleep in millisecondes, c'est juste que certaines plateformes gèrent différemment les tics de jeu différemment. Là, pour nous, c'est assez classique, c'est une milliseconde, c'est une milliseconde. Et le gros du truc, DG Draw Frame. DG Draw Frame, c'est, OK, le cœur du jeu Doom a créé la frame, comme il faut, avec des couleurs, tout ce qu'il faut. Là, voilà, débrouille-toi pour la mettre sur ta plateforme. Donc que ce soit un ordinateur, que ce soit une vapoteuse, que ce soit un Thermomix, débrouille-toi à ce moment-là. Si tu fais comme tu veux, mais je t'ai donné la frame, tu te débrouilles. Et donc typiquement, pour le Thermomix, pour les GetKey, typiquement là, pour les gens qui ont fait ça, il faut gérer ici le touchscreen. Donc moi, c'est juste un D-pad, c'est un peu plus simple. Ok, donc de tout ça, il y a 2 grosses fonctions quand même, input, output, gérer les keyboards, gérer les frames. Est-ce que c'est de la triche de passer par Doom générique? Parce que est-ce que c'est vraiment porter Doom? Peut-être, mais bon, déjà, je fais ce que je veux. Parce que voilà, bon, c'est mon talk, et vous commencez à connaître le personnage. Et le but, c'est que ça marche. Et voilà. Ok, on va parler du frame buffer. Le but là, c'est d'afficher des trucs sur mon écran. Sur mon Kindle, il y a un truc qui s'appelle le frame buffer, mais je vais juste vous expliquer avant. Mon Kindle, il fait 600 par 800, donc il y a 480 000 pixels. C'est simple, hein, c'est les 480 000 pixels qu'il y a sur mon écran. Ils sont tous là, je les connais tous. À un moment, on va falloir communiquer avec eux. Chaque pixel, rappelez-vous, il est encodé sur 8 bits. Donc, c'est-à-dire que j'ai littéralement 8 champs, ils font tous 0 ou 1, c'est du binaire. Et donc ça fait 256 nuances de gris. Donc de 0 à 255, ça fait 256 nuances de gris possibles. C'est pas du noir et blanc, c'est du gris. Et donc chaque bit peut prendre une valeur. Donc typiquement, là, j'ai la valeur 128, c'est en plein milieu. Et donc la valeur binaire, elle est là, la valeur en chiffres pour les humains, elle est là. Et il y a la couleur. Donc si je vais tout en bas sur 0, c'est du pitch black, c'est du noir, 0, 0, 0, 0, tout est rempli. Donc si je donne ça à un pixel, un des 480 000 pixels, il va juste se mettre de cette couleur-là. Si j'avance un tout petit peu par ici, typiquement du 73, donc c'est du gris très foncé, la valeur binaire, elle est là, donc encodée sur 8 bits. Si je donne ça à un pixel, il va prendre la couleur équivalent 73, donc du gris très foncé. Et donc on avance comme ça jusqu'à avoir du blanc, qui est la valeur 255, qui est la 256e valeur si on compte le 0. Et donc on a utilisé tous nos bits ici, ils sont là, 1, 1, 1, 1, totalement remplis. Et donc on a 256 nuances de gris possibles. Et donc là on est super proche de la machine, hein, c'est du binaire. Donc typiquement, si je balance du binaire totalement raw dans le frame buffer, donc le frame buffer c'est ce qui gère l'affichage sur mon Kindle au dernier moment, hein. J'aurais pu faire mon code bien avant, mais je vous dirai pourquoi je l'ai fait pile au frame buffer, je devrais pouvoir afficher des trucs. Mais ça va être plus simple si je vous montre. Donc là, yo, magnifique Kindle, il est là, donc je vais l'allumer déjà. Et on va se SSH dessus et on va essayer de jouer un petit peu avec le frame buffer et voir ce que ça donne. Donc toujours là, vous commencez à avoir l'habitude. Là, ce que je vais faire pour commencer,
c'est prendre du random. Je ne vais pas commencer à essayer d'afficher des trucs. Je vais prendre des données random et les balancer dans mon frame buffer. Donc il y a une commande qui s'appelle dd qui sert juste à prendre des trucs d'un endroit et les mettre quelque part d'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est, je vais vous agrandir un petit peu ça. Donc dd, donc prends-moi des trucs de où, de if, donc input file /dev/urandom. Donc là, ça veut dire littéralement, prends-moi des données totalement random. Tu me les balances dans output file. Donc là, ce qu'on veut, c'est le frame buffer. Hop là, /dev/fb0. Par contre, il faut quand même lui dire dans quel format lui donner ça. Donc je lui dis, fais-moi des byte size, c'est byte size de count d'abord, byte size, de 600. Donc fais-moi des lignes de 600 trucs random, 800 fois, 600 par 800. Donc là, le 800, je lui count, égale 800. OK, je balance. Il ne se passe pas grand-chose. On fouille un petit peu sur Internet, on se rend compte que le frame buffer il marche en 2 fois, on lui met des trucs, et après il faut lui dire comme un grand quand même, vas-y frérot, mets-toi à jour. Donc hop là, echo 1 dans, c'est où déjà? C'est dans /proc, si je me souviens bien, e-ink, et là, normalement il y a un update display, et donc là, bam, hey, ça marche, on est content. Là, on a affiché, je ne sais pas si tout le monde voit bien, je vais quand même afficher en grand. Donc là, on a affiché des données totalement random, donc des bytes random, du binaire random sur mon écran. Mais qu'est-ce qui se passe si je prends une image, je la resize en 680 et je la feed dans un converteur binaire et je crée un fichier binaire RAW? On peut voir, je l'ai fait. Normalement, ici, si je fais un ls dans démo, il y a un image RAW qui existe ici, donc c'est une image qui a été convertie en binaire, donc ça c'est assez simple à faire, hein, c'est des commandes. Et donc je récupère la même commande, sauf qu'à la place de urandom, on va mettre image RAW. Pareil, il me dit tout va bien, pareil, il faut que je lui dise mets-toi à jour. Et si je lui dis mets-toi à jour, hop, incroyable, ça marche. Ok, donc là on a fait 50% du chemin. On s'est affiché des trucs, du stuff, à l'écran. Par contre, il faut quand même pouvoir récupérer des inputs. Donc on va regarder juste l'étape d'après. Je vais quand même l'éteindre. On va regarder l'étape d'après. Non, on va pas regarder l'étape d'après. Je vais expliquer comment j'ai fait le draw frame d'abord. Les transitions sont très bien gérées. Rappelez-vous les 5 fonctions, dginit, dgdrawFrame, dginput. Dginit, ce que je vais juste faire, c'est que ce que je viens de faire en ligne de commande, je vais juste le coder en C en fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais juste ouvrir mon frame buffer. Donc là, il y a un open /dev/fb0 si vous n'avez pas à lire. C'est juste ouvre-moi mon fb0 et lock-le-moi, il n'y a que moi qui peux l'utiliser. Ok. Le draw frame, je vais aller assez rapidement parce que 1, c'est pas très bien codé parce que c'est moi qui l'ai codé. 2, c'est pas super intéressant le fonctionnement, il y a 2-3 lignes juste intéressantes. Là, je vais juste faire une double boucle, c'est super simple. Rappelez-vous, un dgdrawFrame, il me donne déjà un tableau avec tout l'output du vrai jeu. C'est juste que lui, il ne sait pas que ça va tourner sur Kindle, hein, mais il me donne juste l'output. Donc, juste, je fais une double boucle de tout ce que me donne Doom générique, et en fait, je peux récupérer du coup le pixel sur les... Et là, j'ai de la chance, l'output du jeu, il est déjà plus petit que ce que le Kindle peut gérer. C'est-à-dire que je n'ai pas à gérer du resize. S'il m'avait sorti un truc de 1080 par 1080, il faudrait que je fasse de la logique pour resize tout et le mettre sur l'écran. Non, en fait, là, ça fit déjà bien. C'est juste que je vais rajouter du blanc et du blanc, enfin des bandeaux blancs en haut et en bas pour centrer le truc. Mais en fait, ça rentre déjà bien. Donc là, je récupère un des, je crois que pas de base, je crois que c'est du 400 par 400 ou du 400 par 500, je ne me souviens plus. Mais je vais itérer sur tous ces pixels-là. Donc je récupère le pixel, sauf que Doom, en fait, il ne sait pas qu'il tourne sur un Kindle ou c'est du monochrome. Donc lui, il me sort de la couleur. Donc moi, déjà, il faut que je fasse de la conversion. Donc là, assez simple, il y a tout plein de formules pour essayer d'approximer à quoi ressemble la couleur si on veut la convertir en gris. Donc il y a une formule assez connue, c'est on récupère le code RGB, donc RGB, et on crée un truc qui s'appelle l'intensité de gris, qui se base sur 0,299 fois la valeur du rouge, 0,587 fois la valeur du vert et 0,114 fois la valeur du bleu. Donc ça, c'est une formule assez standardisée, il y en a plein d'autres, c'est un full domaine hein, dans le monde de la couleur, de comment être le plus près de ce que les humains voudraient voir. Moi, je vais faire super simple. Et au dernier moment, il y a un 255 moins, parce que la plupart des frame buffers, c'est 0, c'est le noir, 255, c'est le blanc, et sur Kindle, je crois que c'est l'inverse. Donc là, c'est juste un standard, donc bon, je fais le truc et j'inverse au dernier moment. Et après, c'est pas très fun, c'est juste ce que je viens de créer là. Je crée tout mon buffer d'un coup et je le mets à jour tout d'un coup aussi. On ne fait pas d'update progressif. On va reparler après pourquoi.
Et donc après, tout ce que j'ai à faire, c'est juste écrire dans le frame buffer et après faire le /proc e-ink update display que je faisais à la main là, le echo one. Ok, donc ça c'est mon code. Pour l'input, il y a le cousin du frame buffer qui fait la même chose en fait, c'est /dev/input/event1 qui est sur la machine aussi. Et en fait, c'est super simple, c'est un endroit où en fait tous les inputs extérieurs de la machine sont balancés là-dedans. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est aller piocher dedans. Donc là, c'est juste un travail de reverse engineering, d'aller d'ouvrir ce qu'il y a, d'ouvrir ce, c'est pas un frame buffer, c'est un input pool, on va dire. Et à l'intérieur, c'est juste read tout le temps ce qui arrive dedans et l'interpréter pour mon jeu. Donc là, tout ce que j'ai dû à faire, en fait, c'est taper sur toutes les touches, voir le code qui est arrivé et le mapper pour la bonne touche qu'il y a à faire côté Doom. C'est-à-dire que moi, je vois le key left sur mon Kindle et je le map sur le key left arrow côté Doom. Donc c'est super simple. Et après, il y a de la gestion de queue, mais ça, c'est des trucs très très nazes, c'est nul, c'est pas fun. Et après, on balance ça dans le jeu et ça tourne. Ok. Donc on a l'air de pouvoir faire ça. Et tout ce qu'on a à faire, du coup, c'est tout le fichier que je viens de créer, là, les 5 fonctions, donc surtout les deux importantes, input-output, balancer ça dans le makefile. Donc ça, c'est le makefile de base de Doom Generic, c'est pas moi qui l'écris, je ne suis pas capable d'écrire ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer mon compilateur. Rappelez-vous, hein, il faut utiliser ma toolchain. Donc en plus, il faut faire tout ça dans mon conteneur Ubuntu. Donc remplacer ça par la toolchain et après prendre tout le jeu Doom, sauf qu'en petit dernier, je vais rajouter le petit nouveau, Doom Generic. Je l'ai encore appelé d'une manière différente, KFB, mais bon, c'est Kindle Frame Buffer, appelez-le comme vous voulez, mais votre plateforme. Et après, tout le reste, c'est le truc par défaut, c'est le build du jeu. Et donc une fois qu'on a fait ça, techniquement, ça build, ça crée un binaire, on est censé pouvoir l'exécuter. Donc on va tester et on va voir. On va voir ce que ça donne. Comme d'hab, le frère de Luigi, hop là, /demo, /doom. Et donc là, il y a mon Doom 1.watt que j'ai acheté il y a longtemps, et normalement, je devrais pouvoir exécuter mon binaire. Donc là, j'exécute Doom, épisode 1, parce que j'ai envie d'enlever tout ce qui est menu, machin, lance-moi direct dans le jeu. Et -mode, grayscale, parce que ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on va voir pourquoi. Ok, on lance. Hey, il y a un truc, c'est pas mal. Ah, peut-être pas. C'est pas mal, je veux grandir pour ceux du fond. Ok, bon, on peut essayer d'avancer, jouer un petit peu. Donc là, c'est plutôt clean, on avance, c'est catastrophique. Ok, attends, on s'arrête. Ok, c'est sympa, on avance, on a mal à la tête, d'accord. Donc là, on se dit qu'il y a un truc qui va pas trop. Donc là, hop là, on arrive, il y en a qui vont vomir, c'est ce que j'ai entendu. Ok, donc moi je connais le niveau par cœur, parce que j'ai fait plein de fois, et j'ai quand même du mal à trouver les escaliers là. Hop là. On s'arrête un petit peu. Voilà, on avance, ok, très bien. J'ai envie de vous montrer un truc. Si on monte. Ouais, tu vois, voilà, bon, c'est catastrophique, ça, pas du tout. Donc là, je m'arrête ici, parfait. Ici, il y a un bonus d'armure dans le jeu, et on voit, enfin, du coup là, on visualise très bien le problème. Les trucs qui bougent pas, c'est joli, dès que ça bouge un petit peu, c'est n'importe quoi. Et donc là, je me heurte à ce que tout le monde m'a dit lorsque je disais oui, je vais porter Doom sur Kindle. Mousse, tu vas avoir des problèmes de FPS. Oui, et bah oui, bon, à un moment, on se rend bien compte, face à la réalité, c'est qu'on a un problème de FPS. Là, ma théorie, c'est que je ne suis pas totalement sûr, parce qu'en vrai, je ne suis pas un expert de la machine, de comment elle fonctionne, mais ma théorie, c'est juste que j'écris beaucoup trop vite et j'envoie beaucoup trop de données au frame buffer, et les billes blanches et noires, en fait, elles ne sont pas faites pour monter et descendre aussi rapidement, c'est juste que ça prend du temps. Et du coup, comme je balance tout le temps des infos, en fait, tout ce qui est censé bouger, en fait, c'est en constant monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ok, bon, dommage. Est-ce qu'on va s'arrêter là? On va quand même faire des trucs un peu mieux. Donc, rappelez-vous, ce qu'on est en train de faire, c'est du mode 8 bits. Très bien. L'intensité, c'est la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc 0,299 du rouge, du vert et du bleu. Ok, mais qu'est-ce qui se passe, au hasard, si on se dit, ok, on s'en fout des 8 bits, et on passe en mode black and white. On encode toute la donnée que sur un seul bit. Un seul bit, ça veut dire que c'est juste 0 et 1. Et ça veut dire que c'est que du noir et du blanc. Là, pour le coup, c'est plus du grayscale, c'est du full noir, full blanc. Et comment est-ce que je fais pour passer d'une intensité grise à du full noir, du full blanc? C'est assez simple, je prends la valeur de gris. Si c'est plus proche de 255, je dis que c'est du blanc. Si c'est plus proche de 0, je dis que c'est du noir. C'est assez simple. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'en fouillant un petit peu dans les specs, très 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 loin sur Internet, je me rends compte qu'en fait, il y a des taux de rafraîchissement différents. 600 millisecondes pour le 8-bit mode et 125 millisecondes pour le mode black and white. Donc déjà, juste pour tester, ça va peut-être pas être très joli, mais on peut tester
de passer en mode black and white. Donc pareil, je vais allumer mon machin, on va se SSH dessus. Hop là, cd démo, cd doom, slash doom, bien écrit ça peut être bien, épisode 1, mode black white. J'ai bien tapé, ouais. Ok, en mode black and white, ça donne ça. C'est pas joli. Par contre, est-ce que c'est un peu plus fluide? On a moins mal à la tête. C'est pas incroyable, je suis d'accord. C'est pas joli du tout, on est d'accord. Mais c'est un peu plus acceptable déjà que motion sickness, que vomir en fait pendant qu'on joue. Ok, bon. C'est dommage. On a deux modes. C'est dommage, on a du mode black and white, on a du mode gris. Ce serait bien de pouvoir allier les deux. Est-ce que c'est possible? Vu comment je parle, probablement. J'ai eu la chance de bosser, dans de la vidéo, dans une boîte de streaming. Et il y a beaucoup d'ingénieurs vidéo dans une boîte de streaming. Et les ingénieurs vidéo, ça parle beaucoup de pixels. Et un jour, on parlait d'un truc et ils m'ont parlé de la diffusion d'erreurs. Donc de l'error diffusion dithering. Donc c'est un concept de maths très très vieux. C'est plus vieux que les premières imprimantes du monde. Et en fait, ce que c'est que c'est de la diffusion d'erreurs sur des pixels. Donc typiquement, imaginez qu'on a nos 480 000 pixels. Et en fait, vous voyez, lorsque je suis passé du gris au noir, on a perdu de la donnée. Je suis passé j'avais un gris qui était à 150. Et j'ai dit, c'est plus proche de 255. Allez, je te balance à 255. Toute cette valeur-là, elle est perdue. C'est dommage. En fait, qu'est-ce qui se passe si ce chiffre-là, je le prends? En fait, je le diffuse sur les voisins de droite. Et jamais celui de gauche, mais toujours de droite, en bas, en bas et en bas à gauche. Je vais prendre 7/16e de l'erreur qu'on a créée et la mettre sur la droite, 1/16e de l'erreur, 5/16e de l'erreur, 3/16e de l'erreur et l'ajouter au copain. Ça va être plus visible avec ça. Typiquement ici, imaginez que ce sont des pixels. Et chacun, ils ont une couleur sur notre spectre de gris. Et on va les passer de gris à noir en générant de l'erreur. Le premier, c'est un cas particulier, je ne vais pas le toucher. Mais le deuxième, 100. 100, c'est plus proche de 0 que 255. Donc lorsque je vais le transformer en noir, j'ai créé 100 points de données d'erreur. C'est dommage. Qu'est-ce qui se passe? Je les prends, je les distribue sur la droite et sur ses voisins. Donc 7/16e de 100, ça fait 44. On le met sur la droite. 1/16e, 6, donc on le met sur le 5, sur le 31, sur le 120 et sur le 200. Donc on distribue l'erreur aux copains. D'accord, très bien. Et du coup, le but, c'est de balayer tous nos pixels. Et je passe au suivant. Et en fait, au lieu de prendre 190, je vais prendre 190 plus le delta d'erreur qu'on a rajouté. Et donc là, on fait la même chose. On a généré quand même de l'erreur. Même en prenant en compte le 44, on a généré de l'erreur. On continue à balancer. Donc vous allez me dire, oui, t'es sympa, Mousse. Ton truc, ok, tu as des couleurs, tu rajoutes des chiffres. Ça change peut-être certains trucs, mais je ne vois pas ce que ça fait. Donc on va arriver typiquement sur le 130, où si on n'avait pas fait ce truc de dithering, il passerait côté 255. Sauf que là, il y a un moins 13. Les valeurs négatives, c'est en fonction de quel côté je passe. Si je rajoute des données pour passer dans 255, je rajoute des trucs. Si j'enlève, c'est que j'ai enlevé de la donnée, donc c'est positif, négatif. Mais avec mon moins 13 ici, le 130, il bascule de l'autre côté, et ça devient un 0, au lieu d'être un 100. Okay, bon. Je vois que je vous convainc pas du tout, ok, voilà, c'est pas grave, les maths c'est comme ça. Pour ça, je vais prendre un banger du cinéma, je vais prendre Bob l'éponge, et donc là on a notre image originale. Donc cette image elle est bien parce qu'il y a de la couleur, il y a des dégradés, il y a du flou, il y a des trucs un peu plus précis, c'est très bien. Si on passe en mode grayscale, ce qu'on fait depuis le début tout à l'heure, c'est joli, c'est du grayscale, c'est du gris approprié, tout va bien. Si on passe en mode black and white, c'est ce qu'on a vu, c'est pas ouf, c'est pas joli. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai 10 heures cette image, si je fais de la diffusion d'erreur? En fait, ça donne ça. Et donc là, il y a 0 gris. Si vous pensez voir du gris, c'est une illusion d'optique. C'est qu'en fait, on a diffusé notre erreur, on l'a répandue un peu partout, de telle sorte à ce que certains pixels de blanc passent à noir, certains de noir passent à blanc, et en fait, comme c'est étalé un peu partout, on arrive à représenter du gris, enfin on pense voir du gris, alors qu'il n'y en a pas du tout. Donc là, c'est du full noir et blanc, mais on a représenté un petit peu le gris. Donc qu'est-ce qui se passe si au dernier moment, au moment de balancer dans mon frame buffer, je mets un algo de dithering? Donc je ne vous montre pas le code, parce qu'encore une fois, il n'est pas très bien fait, mais croyez-moi, il est fait. Et une dernière fois, j'ai failli dire à voix haute, Amazon, pardon, hop là, épisode 1, on balance, je vais le mettre en grand. Donc là déjà on voit un truc, on a l'impression qu'on n'est pas en full noir et blanc, et on voit que c'est un peu bizarre, mais est-ce qu'on a réussi à allier nos deux mondes? Donc là si j'avance, le screensaver est encore on, c'est génial. Voilà, c'est un peu mieux là. Donc là on avance,
Et donc là, c'est un peu mieux quand même, là. C'est pas mal, non? On arrive. Et donc là, si j'arrive, je vais essayer de tirer sur... Je suis un peu nul, là. C'est du skill issue, là. C'est pas le jeu, c'est moi. J'arrive à tirer, bordel. Ah, voilà, bordel, enfin. Merci. On arrive à forcer Doom, putain. On n'est pas très... On n'est pas très bon. Bon, c'est pas le GOTY, c'est pas clair obscur, on est d'accord qu'il y a des problèmes, mais on arrive à faire le truc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en bas là, ici là vous voyez des bulles noires en fait. En fait c'est ma diffusion d'erreur en fait qui se heurte au fait que après c'est un bandeau blanc. Du coup après il n'y a plus rien à diffuser. Au bout de 3 rows, au bout de 3 pixels, tout a été diffusé, il n'y a que du blanc après, donc il y a un petit effet de bulle noire après qui se passe en bas. Hop là, ok. Donc c'est pas mal. Moi, je prendrai comme une réussite. Donc, si on fait un petit peu une introspection de mon Doom de Wish. Alors, dommage, il n'y a pas de son. Mais bon, ça, c'est la machine, c'est normal, c'est la particularité du truc. À la fin, on est quand même sur du monochrome, dans le sens où on passe par une tricks, une flouterie pour faire croire qu'il y a du gris, mais en fait, c'est quand même du noir et blanc. Donc, c'est quand même pas ouf de fou. Je suis en mode portrait. Là, vous voyez, en fait, j'aurais pu utiliser mon Kindle en mode landscape, ça aurait été peut-être mieux. Mais j'avais la flemme, pour de vrai. Et deux, si je le mets en mode landscape, il faut que je l'agrandisse un petit peu. Et si je l'agrandis, ça amène des questions de, OK, il faut que j'interpole des pixels. OK, il faut que je crée des nouvelles données. Je pourrais en soi, mais comme j'ai dit, déjà, c'était plus long. Et deux, je ne sais pas comment ça affecte le dithering d'interpoler des nouveaux pixels, en fait. Est-ce que ça va arranger le truc en mieux? Est-ce que ça va empirer le truc? J'ai aucune idée. Et le talk était déjà assez long comme ça. Et au final, j'ai calculé en fonction des logs que je voyais, on tourne autour de 10 FPS. On prend les victoires qu'on peut. En côté positif, déjà, j'ai level up en C de fou, parce que rappelez-vous, encore une fois, un développeur TypeScript dans du back-end, donc très très loin de ce monde-là. J'ai découvert un amour pour la cross-compilation. C'est totalement faux. Je déteste toujours ça. Coder avec des limitations, ce que je disais de manière un peu plus sérieuse. Moi, je code dans des VM qui ne sont même pas sur mon continent. Et là, je me retrouve à gérer des trucs où, ah bah non, 11 FPS, c'est trop. Bon, il faut que tu descendes en bas. Et donc, c'est super intéressant de coder avec des limitations différentes de ce que vous faites au taf. Mais le plus gros truc de tout ça, c'est d'avoir, pour un gosse de la culture Internet des années 2000, enfin, début des années 2000, avoir participé et avoir mis un petit bout de mon Doom dans la culture Internet, c'était quand même plutôt super cool. Merci à tout plein de trucs, parce que c'est juste un travail de vulgarisation que j'ai fait. Il y a le bouquin de Doom, où il y a tout qui est expliqué, il y a tout plein d'infos sur plein de sujets de ce qu'on a vu, donc Mobile Reads, le dithering, le cross-tool-ng, la cross-compilation, tout plein de choses. Je m'appelle Moustapha Gak, je suis développeur TypeScript à Zenica, en plus on a un stand, donc venez nous voir si vous voulez discuter avec moi, il n'y a pas de souci, je serai juste à côté. Je travaille aussi à Armserve, tout est open sourcé, donc sur et le talk et le code de Doom, et c'est à peu près tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Mustapha. Donc, du coup, la question, c'est est-ce que là, ma liseuse, je peux la réutiliser? Non, celle-là, c'est la même perso, donc oui, non. Oui. Mais après l'avoir hacké. Fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci, vas-y. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Vous pouvez venir me voir de toute façon. On en a une. La version? Ouais, j'ai vu la version couleur, j'étais en mode, oh mais c'est incroyable, et comme un pigeon, j'ai failli sauter dessus pour l'acheter. Je me suis retenu parce que la couleur est pas ouf, la couleur qu'il y a il y a une nouvelle Kindle couleur qui est sortie, mais en vrai ça doit être faisable, et en plus, il y a une sommité un peu du monde de mobilereads.com, un mec super fort, qui a créé le jailbreaker ultime, qui marche sur toutes les versions depuis le début des Kindle, et donc j'étais en mode, en vrai je pourrais utiliser ça pour faire de la couleur, ce serait quand même pas mal. Mais il me faut un budget de 300 €. Bon, c'est moins fun. Okay. Merci pour la démonstration. Hacker un Kindle, c'est bien, mais avoir un PC au cul du Kindle tout le temps, c'est un peu moins bien. Est-ce que tu prévois de faire une version autonome? Et si oui, est-ce que tu penses que tu pourrais avoir de l'autonomie pour jouer plus d'une demi-heure? Une demi-heure, j'avais fait des tests, ça pompait bien la batterie. je pense que je peux tenir une demi-heure. Donc si je le branche j'ai fait des tests et tout, mais franchement, oui, tout ce que j'ai à faire en fait, c'est packager ça comme un programme. Donc il y a plein de ressources pour faire ça. Virer la connexion SSH, mettre un mini lanceur d'applications sur le Kindle, et ça marcherait. Il y a plein de gens qui le font déjà bien. Et je pense que je peux viser un bon 15 minutes, facile. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ok. Donc, moi, je note les 256 degrés. Nuance degré, pas de souci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et merci à vous. N'hésitez pas à revenir. On continue et on va parler de dark mode dans quelques minutes aussi. Voilà. Merci et n'oubliez pas de lui donner ses notes, de commenter sur le site de DevQuest.